Alors tu vois Arnaud, ce témoignage est tout à fait banal de la souffrance qu'induit le harcèlement. Alors le harcèlement, c'est quoi justement? Il peut être vu d'abord défini comme étant une pratique violente, de la même manière que peuvent l'être les discriminations, qu'elles soient d'ordre sexuel ou sexiste. On le voit à travers cet exemple. Le harcèlement peut se caractériser par 4 grandes dimensions. Le premier va être sa fréquence. On peut tout à fait augurer que cette personne a déjà connu des expériences de harcèlement dans le passé, avec tout le traumatisme que ça peut avoir en dehors du nombre de fois. Et puis également, une deuxième chose qui va être excessivement importante va être la nature des faits. Ce sont ce qu'on peut appeler des micro-violences qui ne sont pas forcément perceptibles par tous et par toutes. C'est aussi pour ça que l'on l'appelle d'ailleurs l'invisible visibilité. Parce que c'est à la fois invisible pour beaucoup de personnes autour, mais excessivement visible pour la victime. Et puis, il y a la question de l'intensité. On peut tout à fait s'imaginer ici que les témoins sont excessivement nombreux. Ils le sont d'autant plus à l'heure du numérique. Lorsque les auteurs sont également en nombre, l'impact va être beaucoup plus important, d'autant plus quand la victime, comme c'est le cas ici, est seule et non pas accompagnée. Et puis, le quatrième, et non des moindres, c'est l'oppression. Qui dit harcèlement ne dit pas égalité entre les deux personnes. Alors, on est du point de vue de la victime. Si la victime se sent opprimée, elle ne peut pas répondre de manière forcément, entre guillemets, appropriée par rapport à la situation. On le voit d'ailleurs dans des débats télévisés où une personne victime de harcèlement peut parfois rire de manière gênée par rapport à la scène. Et justement, c'est bien là toute l'importance. Derrière ce jeu qui peut paraître apparent se cachent des victimes qui sont à la fois meurtries, blessées, dont les impacts peuvent être de plusieurs ordres. On l'a vu, des stratégies d'évitement, des angoisses pour les jeunes filles, pour les femmes. Également, ça peut être des conduites anxiogènes, dépressives, voire, à l'école, des situations extrêmes qui peuvent conduire jusqu'au suicide. On le voit actuellement dans les enquêtes qu'on mène sur le climat scolaire. Les élèves victimes de harcèlement à l'école pensent d'ailleurs, tant leur souffrance est importante et omniprésente, que tout le monde ne voit, mais ne fait rien. Tu as raison, Johanna. Dans les enquêtes que l'on mène, que tu mènes sur le climat scolaire, on le voit, 10% des élèves chaque année sont victimes de discrimination, de harcèlement. Alors ça veut dire quoi cette affaire? Ça veut bien sûr dire que le harcèlement, l'opprobre, les injures, la discrimination, ça ne s'arrête pas à la frontière de l'école, à la grille de l'établissement. Ça court en dehors, dans la rue, dans les transports publics, mais aussi sur Internet, dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et en retour, tout ce qui se passe sur Twitter, Facebook, Internet, mais aussi la rue, les transports publics, rentre dans les établissements scolaires. Alors, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement que la discrimination n'est plus le fait de l'espace matériel ou de l'espace numérique, mais c'est tout ensemble que la discrimination ou que le harcèlement donnent à voir. Juridiquement, la discrimination, elle est assez nettement définie. 45 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement, on le sait, la discrimination ne passe plus en droit, même si, dans les faits, elle perdure. Dire que la discrimination n'est plus possible, ça signifie aussi de dire que l'injure n'est plus possible. Et on sait sur quels critères on est injurié. On est toujours injurié sur des critères liés à la discrimination. Sexisme, homophobie, liés à l'apparence, liés aux origines, à la religion, réelle ou supposée. Quand quelqu'un subit le coup de l'opprobre, quand quelqu'un subit la discrimination, l'injure, c'est toujours quelque chose de l'ordre de la mise à l'écart qui est en jeu. Alors on peut aussi avoir une définition sociologique et non pas juridique de l'affaire, en disant par exemple que la discrimination, que le harcèlement est perfusé de stéréotypes, de représentations. Mais on pourrait aussi avoir une lecture plus historique de cette question, en soulignant le phénomène de sédimentation progressive des stéréotypes et des représentations discriminantes à l'égard des minorités. Alors, en disant ça, et ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est
pour souligner le fait que dans les espaces privés, dans les espaces publics, physiques ou virtuels, aujourd'hui, la discrimination, l'injure, le harcèlement, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, bien sûr, sur les victimes. Ça a des conséquences, bien sûr, de manière pénale sur les auteurs. Mais ça a aussi, on va le voir, des conséquences sur les témoins. D'autant plus actuellement où, comme je l'ai dit, les témoins sont de plus en plus nombreux. À l'heure d'Internet, où justement, en quelques clics seulement, ce ne sont pas une ou deux personnes qui vont assister à cette injure publique, à ce harcèlement public, mais des milliers, voire même selon les cas, des millions, avec des conséquences dramatiques, d'autant pour les jeunes filles, par exemple, qui vont être à ce moment-là atteintes dans leur dignité, avec des images d'elles qui vont être commentées, véhiculées, stigmatisées, étiquetées sur les réseaux sociaux. Sans même, ce qui a été dit d'ailleurs tout à l'heure, qu'il y ait un minimum d'empathie à leur égard, sans même qu'on se demande à ce moment-là quelles sont les conséquences sur leur personne. D'autant qu'actuellement, on se préoccupe des hommes mis en cause dans les situations de harcèlement et ou de viol, laissant encore une fois les victimes de côté, pensant davantage à la réputation de ces hommes qu'à celle des victimes. Ce que tu mets au cœur, Johanna, c'est la question du genre. La question du genre en tant que le genre est un système, ça a déjà été dit, de représentation, de stéréotypes qui se reproduisent, qui s'accumulent, qui s'enracinent. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est cette question du genre. En tant que le genre, il est transformable. En tant que les rapports de genre, ils sont modifiables, ils sont pliables. Il y a du jeu, J-E-U, dans ces questions de genre. On peut les transformer et c'est pour ça qu'on est là face à vous aujourd'hui, pour changer nos représentations, pour changer le réel, pour avoir une prise sur le réel, pour changer nos pratiques, pour dire également qu'il n'est plus possible de voir des victimes de harcèlement et que les témoins doivent agir. Alors en effet, les témoins doivent agir parce que jusqu'à présent, avant que toutes ces femmes dénoncent de manière collective et publique tous ces faits, eh bien avant ça, tout était su, vu, pour autant tu. Maintenant, on ne peut plus se taire. Parce qu'on sait, en effet, on sait que 10% des élèves victimes de harcèlement à l'école le sont, principalement pour des raisons liées à l'apparence physique, au sexisme, aux questions de genre, et que la moitié d'entre eux sont victimes de harcèlement excessivement sévère, pouvant aller jusqu'à des brimades physiques excessivement importantes. On sait également que 100% des femmes entre 18 et 25 ans, dans notre dernière enquête, ont été victimes de harcèlement dans l'espace public durant les 12 mois qui ont précédé cette enquête. On sait également que toute cette banalisation des humiliations sexuelle publique va permettre également aux auteurs d'agir en toute impunité. En toute impunité ne veut pas dire forcément qu'ils ont conscience nécessairement de leurs actes. Mais comme ils n'ont jamais eu de rappel à l'ordre, qu'on ne leur a jamais dit, vous, nous, témoins, pas une fois que ce n'était pas normal, eh bien à ce moment-là, les choses continuent. On ne leur a pas dit, on peut dire maintenant, que justement, collectivement, que ce n'est pas normal et donc, par conséquent, que ce n'est pas acceptable. En d'autres termes, dire que harceler n'est pas jouer. Ce que tu mets au centre de l'affaire, c'est la question des témoins. Et d'ailleurs, c'est notre préoccupation principale, les témoins. Or, on le sait là aussi, et avec Johanna, les enquêtes que l'on mène nous le montrent, 87% des témoins de harcèlement ou de violence dans les transports en public ne font rien. Alors tu vas me dire, 13% font quelque chose. Oui, mais quand on regarde les 13% qui font quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ces 13%? Pour la moitié d'entre eux, ils augmentent les discriminations. Ils prennent des photos, ils prennent des vidéos, ils les mettent sur les réseaux sociaux, ils pointent du doigt la victime, ils rigolent en groupe, ils n'interviennent pas pour aider, ils interviennent pour augmenter l'opprobre. Et puis reste cette petite moitié de 13%, 5, 6, 7% qui interviennent pour aider la victime, mais à une condition. Toujours à une seule condition, c'est que les violences soient paroxystiques. Les plus violentes, les plus sanglantes, les plus nombreuses. Alors dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de sang, c'est des petites violences, c'est des violences du quotidien, c'est des micro-violences, c'est pas important. Non, ça aussi, c'est des violences. L'injure, la brimade, le regard, tout ça, ça correspond à de la violence. Ça veut dire quoi également de dire que 87% des témoins ne font rien? Ça veut dire que dans le paysage de la discrimination et du harcèlement, il n'y a pas d'un côté les harceleurs et les discriminants, il n'y a pas de l'autre côté les harcelés et les discriminés, non. Il y a
tout autour des témoins qui ont vu, qui ont su et qui, en rentrant chez eux ou chez elles, ont pu se dire « j'aurais dû intervenir, j'aurais pu intervenir ». Et si on est là face à vous, c'est aussi et surtout pour dire que ces témoins, il faut les concerner et il faut les sensibiliser. Les sensibiliser parce que ces brimades vont continuer bien au-delà. On le voit avec le flot des témoignages qui ressurgissent 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Pour autant, on le voit, j'en veux pour preuve la question des school shooters. Vous savez, ces tireurs fous qui reviennent dans les écoles pour tirer sur tout ce qui bouge, parfois 10, 15 ans, également 20 ans après. Eh bien, plus de 75% de ces school shooters étaient victimes de harcèlement à l'école. Ils se retournent à ce moment-là contre une institution qui n'a pas su les comprendre, qui n'a pas vu, justement, toute cette question de l'invisible visibilité. Alors, quand même, Johanna, toutes les victimes ne sont pas des school shooters. Non. On a beaucoup de victimes qui sont plutôt dans l'évitement. On l'a vu avec les étudiantes, dans nos enquêtes, qui évitent la ville. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en ville, ça veut dire qu'elles vont en ville avec des stratégies différentes. On a vu également que les victimes avaient ce sentiment légitime de paranoïa. Mais attention, les victimes ne sont pas paranoïaques au sens psychiatrique du terme. Elles sont paranoïaques parce que personne n'est jamais venu à leur secours. Personne ne leur a jamais tendu la main. Et puis, il y a d'autres stratégies. Il y a, par exemple, des stratégies telles que l'évitement. On évite les espaces ou les personnes qui nous font mal. Il y a des stratégies comme l'humour. Parfois, comme dirait Jane Birkin, mieux vaut en rire que d'être obligé d'en pleurer. Et puis, il y a des stratégies collectives. Des stratégies collectives comme ces associations féministes qui luttent pour une meilleure visibilité des femmes dans l'espace public et dans les médias. Ou bien, je pense à l'association des journalistes LGBT qui, eux aussi, militent pour une meilleure visibilité des personnes LGBT dans l'espace public et les médias. En tout cas, si on avait un message à faire passer ce soir, c'est de vous montrer, vous, en tant que témoin, qu'il est possible de faire quelque chose, que c'est à la fois une question de justice, mais également une question de justesse. On n'est pas que dans une logique en droit, mais bien dans une logique de droit. Et puis également, peut-être dire qu'ici, on n'est pas dans un tribunal, qu'il n'est pas question de juger ni de trouver des coupables, mais bien d'avancer ensemble. Et puis peut-être en finissant, en se posant cette question nous-mêmes, est-ce que nous n'avons pas déjà nous-mêmes employé ces mots qui font terriblement mal en disant « je ne suis pas un PD, je ne suis pas une tapette », qui également n'a pas vu des jeunes femmes, ou plus âgées, dans la rue être interpellées pour des raisons sexistes ou sexuelles. On pourrait aussi, tout ensemble, se poser une dernière question. Qui est-ce qui, face à ces mots, face à ces injures, ces interpellations qui stigmatisent, a déjà agi et déjà intervenu ?